confiance, mais les mêmes institutions internationales donnent un satisfecit sur le plan économique. C'est quand même paradoxal. Je n'ai pas dit complètement que le Congo ne s'en sort pas bien. Hein. Si, bien tant bien que mal, le Congo progresse, hein, l'inflation a été ramenée en dessous des 10, c'est qu'il y a un effort, une volonté un peu directe, une volonté directe des dirigeants de jouer quand même la carte d'une gouvernance économique saine. La traçabilité de dépenses au niveau de la chaîne de dépenses est effectuée dans les bonnes règles. Ça, on salue. Le grand problème, c'est au niveau des passations de marché. On venait, au niveau des gouvernements, de faire passer la nouvelle loi de passation de marché. C'est passé. Parce que vous parlez des institutions internationales qui donnent satisfaction au Congo. Et ces institutions ont donné une approche où il y a trop de doublons dans l'administration congolaise. BCECO, Bureau central de coordination, qui fait les doublons des finances. BCMI, Bureau de coordination pour les infrastructures, qui fait les doublons des ministères des TP. CONADER a fait les doublons des ministères, le travail des ministères de la Défense. Et vous avez PNMLS a fait les doublons des ministères de la Santé. Au lieu de renforcer l'administration, la réforme de l'administration devait passer, mais ces institutions, au lieu de renforcer l'administration, a créé des doublons partout. Hein? Copirep pour le portefeuille, ICOP pour le plan. Alors, il n'y a que des doublons. Quand est-ce que l'administration congolaise sera renforcée? Il est temps, ces institutions qui étaient voulues transitoires, j'ai contribué à les proposer, transitoires parce qu'on n'avait pas hérité d'une bonne administration. Mais 10 ans après, il est temps que le Congo, le chef de l'État, sera là depuis 10 ans, depuis la fin de la guerre, 7 ans ou 4 ans, bientôt 5 ans après, 7 ans, parce que depuis que la guerre a fini, 2003, mais il est temps qu'il y ait une émergence d'une mode d'administration. Est-ce qu'on voit ça? Il y avait des projets sur la réforme de l'administration, les réformes de l'armée, les réformes de la santé, les réformes d'éducation. Il y a trop de chantiers dont les résultats se font attendre. C'est ça quand on parle de la gouvernance. C'est ça quand on parle de la gouvernance. Mais vous êtes dans les institutions internationales. Est-ce que vous plaidez aussi la cause du Congo? Si, je plaide la cause du Congo, c'est mon pays. Je suis en mission officielle. J'ai ramené un grand séminaire, un atelier de formation de tous les pays de la sous-région francophone pour étudier les cadres réglementaires des échanges. Chercher à harmoniser les politiques commerciales des 10 pays francophones de la sous-région et voir dans quelle mesure leurs politiques commerciales peuvent être incorporées dans les politiques de développement de ce pays afin que les commerces puissent servir de moteur de développement. Ça, c'est un aspect d'aide. On forme les cadres congolais, on forme les cadres africains dans les pratiques de bonne gestion. Ça, c'est une forme d'aide. Mais justement, parlons du commerce. Aujourd'hui, lorsque vous circulez dans certaines sous-régions en Afrique, vous constatez qu'il y a des zones de libre-échange. Oui. Pourquoi pas le faire ici aujourd'hui? On a essayé avec la SADC, mais ça ne marche pas encore. Non, le Congo est membre de la SADC. Oui. Qui est pas seulement une zone de libre-échange, même une zone loisière. Non, il y a plusieurs protocoles. Il y a les protocoles de libre-échange où le Congo n'applique pas les protocoles de libre-échange. Il y a le protocole de sécurité, il y a ceci, cela. Et puis, le Congo est aussi membre de la CESC, une autre communautaire, une autre institution sous-régionale, avec ambition de devenir une union douanière. Le Congo est membre de COMESA. Le Congo ne peut pas être théoriquement et économiquement membre de plusieurs unions douanières. Parce qu'une union douanière, à la différence d'une zone de libre-échange, applique les politiques commerciales communes au niveau communautaire. L'Union européenne, par exemple, la France ne peut pas être membre de l'Union européenne et membre d'une autre union douanière, parce que les politiques ne sont pas les mêmes. À un certain moment, le Congo devrait faire le choix d'appartenir à une seule institution sous-régionale, union douanière, ou bien les différentes institutions devaient harmoniser les 3 institutions, leur politique extérieure commune. Il faut qu'il y ait convergence, qu'il y ait rationalisation et harmonisation des instruments commerciaux que ce pays utilise. La politique de la concurrence, le régime douanier doit être le même pour une union douanière. Et tout ça, ce sont des choses avec le groupe que j'ai fait venir ici, 3 experts par pays, il y a une trentaine d'experts de la sous-région. On est en train de les former, de les accompagner
comment rationaliser et harmoniser cela au niveau de leur pays. Mais que dire alors de projets intégrateurs au niveau de l'Afrique? Parce qu'en principe, on devait avoir des projets qui facilitent l'intégration sous-régionale, même régionale de toute l'Afrique. Prenons par exemple le Congo qui a le barrage d'Inga qui peut alimenter toute l'Afrique. Ne peut-elle pas initier ce genre de projet? Pourquoi on entre en intégration régionale? C'est pour élargir les marchés, pour faciliter les processus décisionnels, l'union faisant la force, et pour des ambitions politiques, l'hégémonie aussi, les aspects sécuritaires, politiques de bon voisinage. C'est bien d'avoir ces projets intégrateurs et nous les appelons de tous voeux. Pour le moment, on parle d'aide au commerce, par exemple, des couloirs, des autoroutes commerciaux qu'on est en train de prévoir les constructions. Il y a de l'argent. Par exemple, l'Union européenne, dans le cadre des accords de Cotonou, de Lomé avant, il y avait les fonds européens pour financer des projets intégrateurs. Mais si les pays eux-mêmes ne s'attendent pas, prenons le cas Congo-Brazzaville, la ville de Brazzaville et Kinshasa pour faire un pont, les deux capitales les plus rapprochées, qu'est-ce qui les empêche de proposer au financement de bailleurs un projet intégrateur comme le pont? Il y aura des ambitions purement nationalistes. Oui. Le Bas-Congo va s'opposer, sinon ça va promouvoir. Projet, au niveau de Banana, Voilà. un port en eau profonde, et lorsqu'on va faire le pont, ça va desservir la RDC, puisque à Brazza, disons, au Congo-Brazza, il y a le pont de Pointe-Noire. Or, si vous êtes dans une union douanière, dans un marché commun, ce genre d'ambition ne se pose pas. Parce que les marchandises vont circuler librement. Que ça entre par Pointe-Noire, ça va finir par Bas-Congo. Que ça entre par Banana, ça risque de finir aussi par Pointe-Noire. C'est ça. C'est que vous devez manifester la volonté d'être ensemble. Étant de pays voisins, c'est une politique rationnelle, parce que ça minimise les coûts de faire les affaires, parce que tout ce qui est entrave aux frontières disparaissent. Donc, vous pensez que le problème se situe à quel niveau? Le premier problème se situe au niveau des volontés politiques. Volonté politique. Et aujourd'hui, il y a même quelqu'un qui avait dit que le Congo, c'est la gâchette de l'Afrique. Ça se trouve au cœur de l'Afrique. C'est France Fanon qui l'aurait dit. Oui, France Fanon. Alors, il y a par exemple le président libyen qui se bat pour l'unité africaine, pour qu'il y ait les États-Unis d'Afrique. Est-ce que vous pensez que c'est réalisable ce genre de... C'est un peu utopique à l'heure actuelle. Sincèrement, que ce soit du point de vue académique. Pendant que l'Union européenne se renforce de plus en plus. L'Union européenne s'est renforcée pendant cinquantaine d'années, presque 60 ans. Il ne suffit pas de décréter pour que l'Union se réalise. Il faut qu'il y ait... L'Union européenne est allée sous forme de vases communicants. Il y avait d'abord le Benelux, Belgique, Néerlande, Hollande et Luxembourg, qui s'est élargi au marché commun des 5, des 10, des 15. Et quand vous regardez même au niveau de l'euro, pour le moment, ce n'est pas toute l'Union. Il faut aller progressivement. Renforçons d'abord ce que nous avons et puis élargissons. Il y a tellement de divergences au niveau des politiques, pas seulement politiques dans le sens des politiques sécuritaires et politiques monétaires et politiques commerciales et financières, les budgets étant différents. Même l'Union européenne pour le moment n'a pas encore de budget commun. Appliquons ne fût-ce que le TEC, ce qu'on appelle les tarifs extérieurs communs, un instrument communautaire important. Est-ce que le pays de la sous-région ont l'unicité des politiques commerciales? Non. Nous avons le voisin du Congo qui applique complètement son régime avec des pays jusqu'au Cameroun, mais nous on est prêts ici, on n'a pas la même politique commerciale. C'est que quand on va harmoniser cela, on pourra rêver, ne fût-ce que... Si vous n'arrivez pas à être d'accord à 3, comment vous pouvez être d'accord à 53 facilement? Oui. C'est une idée noble, une ambition noble, mais pratiquement pas réalisable. C'est un rêve que tous les pays africains appartiennent à une Union africaine, mais ce n'est pas une chose facile. Aujourd'hui, on continue à parler du néocolonialisme et on parle de la domination des pays du Nord vis-à-vis des pays du Sud. D'ailleurs, il y a eu une réunion qui s'est tenue dernièrement ici, l'Assemblée parlementaire des pays ACP et de l'Union européenne. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'Afrique sort toujours perdante lors des négociations, par exemple à caractère économique?
Prenons les APE, Là, vous partenariat touchez à plusieurs aspects. Les négociations à caractère économique et politique ont une vision. Dans toute négociation, il y a d'abord le mandat des négociations, il y a les thèmes et les domaines des négociations, et il y a les modalités des négociations. Et cela reflète la vision des gens qui veulent entrer en négociation. C'est question de savoir ce que les Congo veut négocier avec les accords de partenariat économique qui sont dotés des accords de libre-échange. Est-ce que le Congo est prêt pour faire ce partenariat économique avec l'Union européenne? Il y a des négociations en cours. Nous avons des négociations, ça c'est bilatéral, nous avons des négociations sous-régionales. Qu'est-ce que nous voulons faire de la région? Quelle est la vision économique de la région? Pour qu'on se regroupe, qu'est-ce qu'on veut, à quoi on veut arriver? Est-ce que nous voulons nous réunir pour construire Inga pour nous tous? Si c'est ça qui nous réunit, si c'est ça l'ambition, quels sont les moyens que nous nous donnons? Ça, souvent, ça manque aux Africains. Autre chose, l'Afrique est en retard dans la formation des diplomates commerciaux. La guerre froide n'existant plus, la diplomatie est devenue ce que nous appelons une diplomatie multilatérale, une diplomatie de développement, où les enjeux économiques ont plus de primauté maintenant sur les enjeux politiques ou géostratégiques. La géostratégie actuellement s'est définie par des intérêts purement économiques, mais presque plus militaires, parce qu'il n'y a presque plus de guerres. Et quand il y a des guerres, ce sont des guerres qui poursuivent des intérêts économiques. Alors, quand on définira ça et on construit des projets intégrateurs, de partage d'intérêts, il n'y aura pas assez de guerre. Il n'y aura pas assez de guerre. Hein? Ils ne sont pas fous pour tout casser. S'il y avait assez d'intérêts partagés entre les pays de la sous-région, je t'assure, cher Alain, il n'y aura pas de guerre. Parce que personne ne viendra casser ce qu'ils ont construit ensemble. Alors, revenons un peu à notre pays, la RDC, puisque nous allons lentement mais sûrement vers la fin de cet entretien. Il y a des échéances qui se pointent à l'horizon. Vous avez dit, je l'ai dit aussi, donc, vous avez été candidat malheureux lors des législatives de 2006. Vous êtes reparti pour retravailler dans cette institution internationale qui est l'OMC. Aujourd'hui, si vous êtes demandé de revenir pour servir votre pays, vous pensez que vous le servez mieux ailleurs qu'ici? Merci d'abord de me donner cette opportunité. Tu sais, il y a plusieurs façons de servir son pays. On peut servir son pays à toutes les dimensions, locales, régionales, nationales. En étant professeur d'université, en étant fonctionnaire, en étant médecin, tout un chacun peut servir son pays. S'il m'est demandé de revenir servir mon pays, c'est toujours l'honneur de venir servir son pays. Mais dans quel contexte? Pour quelle vision? C'est ça qui est important. Parce qu'on voit actuellement l'émergence, tout le monde, tous les leaders politiques se déclarent vouloir servir le peuple congolais. Tous, sans exception. Est-ce que le peuple congolais voit son quotidien changer, évoluer? Qu'est-ce qui est plus noble que de voir le peuple voir leurs conditions de vie s'améliorer? Si tout le monde s'impliquait, nous allons saluer cela. Pour changer les conditions de vie du peuple, il faut commencer par où? Très simple. Où faut-il commencer? Il faut commencer. Il faut d'abord avoir une vision. Qu'est-ce que vous voulez faire de ce peuple? Comment vous vous organisez? Et la meilleure façon qui différencie ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est l'organisation. Prenons des cas concrets. Le Congo, l'ex-Zaïre de Mobutu, avait le cuivre et Mobutu, dictateur qu'on connaît. Le Chili avait le cuivre, a le cuivre et Pinochet, dictateur qu'on connaît. Pourquoi le Chili progresse et le Congo a régressé? Nigeria a le pétrole et vous allez en Indonésie qui a le pétrole, l'Indonésie progresse, le Nigeria régresse. Et je peux vous citer tant d'exemples. Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest, même peuple, même culture, Corée du Nord, Corée du Sud. C'est le choix qu'on fait. C'est le choix qu'on fait. Et
il y a une bonne chose que moi j'aime en économie, par exemple. C'est les besoins sont toujours multiples et ils seront multiplicatifs. Les moyens limités. Maintenant, comment satisfaire les besoins du peuple qui sont multiples avec les moyens limités? Il faut choisir, il faut faire des arbitrages et des choix de qualité. Et un bon leader, c'est celui qui fait des choix de qualité pour son peuple, pour sa population, et amène le peu de moyens à satisfaire les besoins fondamentaux de sa population. Et cela, c'est ce qu'on appelle le leadership visionnaire, le leadership de développement, le leadership intégrateur. S'il y a celui-là, on le soutiendra au moment venu et on pourra travailler avec lui. Donc on ne peut plus parler de M. Faustin Luanga dans les prochaines élections. Ce n'est pas exclu. Hein. Je n'ai pas dit ça. Là. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Oui. J'aime ce pays. Parce que qui m'a tant donné. Vous avez parlé de soutenir une vision, mais vous-même, vous aussi apporter une vision. J'ai cette vision-là. Oui, vous aussi. J'ai cette vision-là, moi. Et ce n'est pas une prétention, modestie. Toute ma vie, je n'ai fait qu'étudier l'économie et l'appliquer. Je suis économiste de formation et de profession. J'ai aidé et j'aide tant de pays à réussir. Qu'est-ce qui m'empêcherait de revenir et d'aider mon pays à s'en sortir? Ce sera vraiment une mission noble et nous le ferons un jour. Nous le ferons. Peut-être en tant que Premier ministre, par exemple. Non, je ne définis pas de poste. Non, mais parce que s'il faut appliquer votre vision, il faut être à la locomotive. Je ne définis pas de poste parce qu'on ne se choisit pas Premier ministre. On ne s'impose pas Premier ministre. Il faut être dans une dynamique d'équipe parce que seul on ne peut rien faire. Et la dynamique d'équipe, une réussite en équipe, c'est la meilleure façon de progresser. Ce serait vraiment illusoire de dire qu'un seul individu va venir et va tout changer. C'est une utopie. Un groupe d'individus, un individu qui implique ses idées aux autres et les amène à changer, voilà les progrès. Voilà les progrès. Et je suis disposé à travailler avec un groupe de gens pareils qui ont cette vision de changement du Congo, qui ont cette vision de progrès, qui a les soucis du peuple en main. Si cela s'est précisé, pourquoi pas en 2011, pourquoi pas en 2016, pourquoi pas à quel niveau? Parlons de 2011, on sent que les choses bougent. Hein. Il y a des annonces par-ci, par-là. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vous? Vous serez candidat aussi en 2011? Je crois que le moment n'est pas opportun pour se prononcer. Je reste lié